Compte rendu de la 131e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 29 mars 2024 à la Cité de l'Union africaine, la 131e réunion du Conseil de ministres. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. Du balai diplomatique lié à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Le président de la République a fait la restitution de ces derniers déplacements qui l'ont conduit le samedi 23 mars 2024 à Lusaka, capitale de la République de Zambie, où il a pris part à un sommet extraordinaire de la Troïka, de l'organe de la SADC, plus de la Troïka, les pays contributeurs de troupes à la mission de la SADC en République démocratique du Congo, SAMI-RDC, et des personnels à la mission de la SADC au Mozambique, SAMIM. Ce sommet a été l'occasion pour les États membres, en particulier les pays contributeurs de troupes à la SAMI-RDC, de passer en revue la situation prévalente sur les théâtres des opérations au Nord Kivu, où les dites troupes sont engagées en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Cette rencontre de haut niveau a également été les lieux de la réaffirmation par la SADC, tout en réitérant son soutien au processus de Luanda et de Nairobi, de son engagement pris vis-à-vis de notre pays dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC, qui dit, il a cité, que toute attaque armée contre l'un des États membres sera considérée comme une menace faite à la paix et à la sécurité régionale. Fin de citation. À son retour à Kinshasa, le président de la République a accueilli du 24 au 25 mars dernier le président Salva Kiir Mayardit, président de la République du Sud-Soudan et président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est, qui comptait dans sa délégation le secrétaire général de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, le docteur Peter Matuki. Toujours dans le cadre de son marathon diplomatique, le président de la République s'est rendu du 27 au 28 mars dernier à Nouakchott en République islamique de Mauritanie, dans le cadre d'une visite de travail après un bref passage à Lomé, où il s'est entretenu avec son homologue, le président Faure Gnassingbé de la République du Togo. Cette visite du travail en Mauritanie, qui assume à ses jours la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2024-2025, a été l'occasion pour lui et son hôte de passer en revue le grand question de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, de même que les enjeux de paix et de sécurité prévalant sur le continent, notamment la recrudescence de la violence dans la région d'Afrique centrale, comme en témoigne la guerre d'agression dont notre pays fait l'objet. Faisons suite à ce qui précède. Le président de la République a réitéré son appel à la mobilisation générale face à l'agression et aux défis de la paix et de la sécurité dans notre pays, gage de notre développement économique. Et revient donc aussi bien au gouvernement qui expédie les affaires courantes qu'à la prochaine équipe gouvernementale de redoubler d'efforts à tous les niveaux pour que nous parvenions ensemble à vaincre l'ennemi et qu'à la guerre succède une paix durable. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la poursuite de l'effectivité de la réforme de l'inspection générale du travail. L'amélioration des conditions de vie des travailleurs congolais ayant toujours constitué un des objectifs de sa gouvernance, le président de la République s'est investi pour que la réforme de l'inspection générale du travail soit matérialisée, et ce afin de promouvoir un travail décent, lutter contre la souffrance des compatriotes dans ces secteurs et maintenir le dialogue social entre les différentes parties. L'inspection générale du travail étant un facteur de progrès social permettant d'impulser et d'assurer le suivi de la mise en œuvre de normes protectrices pour le travailleur, le gouvernement a été encouragé
à traiter urgemment la question des inspecteurs et des contrôleurs du travail nouvellement engagés afin de les mettre rapidement dans les bonnes conditions du travail. Le président de la République a réitéré son instruction aux membres du gouvernement impliqués dans ces processus d'assurer l'effectivité de cette réforme dans un bref délai. Il a chargé le Premier ministre de veiller à ce que tous les acteurs impliqués dans ces processus contribuent à la mise en œuvre et au suivi des interventions en rapport avec le renforcement de capacité de l'inspection générale du travail. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la poursuite des efforts dans la lutte contre la poliomyélite. Les résultats de la lutte contre la polio montrent une diminution sensible des cas de poliovirus chez les enfants. En l'espace d'un an, soit de 2022 à 2023, le nombre d'enfants présentant des cas de poliovirus variant est passé de 528 à 240 cas, traduisant une réduction de plus de 50%. Le président de la République a salué les efforts portés par les gouvernements en collaboration avec l'ensemble de partenaires techniques dans la lutte contre la polio. Il a réaffirmé sa volonté de faire de la santé de nos compatriotes un des piliers de son second mandat, notamment en garantissant l'accès à tous aux services sociaux de base dans le domaine de la santé. Afin de poursuivre et de consolider cette tendance baissière observée pour ainsi atteindre l'objectif de la disparition du poliovirus sur l'ensemble du territoire national, le président de la République a demandé aux ministres concernés, chacun selon ses attributions, d'intensifier les engagements et les actions à mener, en l'occurrence au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, en collaboration avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, de veiller à la bonne exécution de campagnes de masse de vaccination et d'éradication de la poliomyélite dans chacune de nos 26 provinces. En outre, comme ce fut le cas précédemment, une attention particulière devrait être portée sur nos populations les plus vulnérables, notamment celles dans les zones en conflit dans l'est du pays, ainsi que celles trouvant refuge momentanément dans des camps des déplacés lors des situations de catastrophes naturelles. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a axé son propos sur quelques points, notamment d'abord, il a salué les efforts diplomatiques inlassables fournis par le président de la République pour porter la cause de la République démocratique du Congo et s'assurer que tout est fait pour la restauration de la paix dans l'est de notre pays. Ensuite, il a fait part au Conseil des grandes lignes de la réunion hebdomadaire du Comité des conjonctures économiques qui a été élargie au patronat congolais, qu'il a présidé le mercredi 27 mars dernier pour examiner la situation du climat des affaires dans notre pays ainsi que la situation économique de nos populations. Concernant le climat des affaires, il a rappelé la décision gouvernementale prise en septembre 2023 imposant les paiements de droits, taxes, impôts et autres redevances dues à l'État en francs congolais à partir du 1er avril 2024. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique visant la dédollarisation de notre économie. En tant que partenaire socio-économique du gouvernement, l'AFEC a été conviée à sensibiliser ses membres pour la pleine application de cette mesure. Au sujet de la situation socio-économique, le Premier ministre a fait part de la préoccupation du gouvernement face aux contre-performances enregistrées des régies financières constatées pour le mois de mars 2024. À ces propos, le ministre des Finances a été chargé d'examiner les causes de ces contre-performances et d'en faire un rapport assorti des mesures correctives. Par ailleurs, la baisse de la production d'eau par la Régie des eaux a aussi fait l'objet des discussions au cours de la réunion du comité des conjonctures et il a demandé à ces propos au ministre de Ressources hydrauliques et électricité à fournir un rapport détaillé à cet effet et prendre les mesures appropriées pour augmenter le volume de la production d'eau à très court terme. Pour terminer sur ces propos, le Premier ministre a fait part de la réunion qu'il a eue avec la ministre de la Culture et les experts d'ICOMOS
organe consultatif de l'UNESCO, qui sont venus lui rendre compte du travail des formations de professionnels du Comité consultatif national pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés en RDC et sur les inventaires de biens culturels immobiliers. Ils ont confirmé au Premier ministre la détermination de leur organisation d'accompagner notre pays dans l'actualisation des listes indicatives des biens culturels pour les provinces du Congo central, Yo-Katanga et de la Chopo. Ils sont à pied d'œuvre avec les agents du CCN pour la mise en place d'un comité scientifique des experts qui vont travailler sur la méthodologie des inventaires de biens culturels physiques en RDC. Un classement doit intervenir au pays puis constituer les dossiers pour l'inscription sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO pour la protection et la conservation. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait le point de l'État et de l'administration du territoire national. Durant cette semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été marqué par l'accueil favorable consécutif à la résolution pacifique du conflit intercommunautaire Tekeyaka, la relance de la diplomatie régionale à la recherche de la solution à la crise dans l'est de la RDC consécutive à la rencontre de Lusaka avec la SADC et la visite en République démocratique du Congo du président du Sud-Soudan, Salva Kiir. La montée des tensions entre les populations et les exploitants miniers chinois d'une part et les éleveurs étrangers moraux d'autre part dans les provinces du Bas et du Haut-Touélé. Sur un autre volet, il a fait part au Conseil de la concertation convoquée pendant 3 jours, soit du 23 au 25 mars 2024 dernier, dans les installations de son ministère, avec les principaux protagonistes au conflit intercommunautaire Tekeyaka, ainsi que les chefs coutumiers de l'espace Grand Kasaï et du Congo central, venus en arbitrage et témoins de l'entente entre les parties en conflit. Au terme de ces assises, les deux communautés ont formulé des recommandations qui seront soumises au président de la République, à l'instar d'un acte d'engagement global inclusif pour la paix et la stabilité dans les provinces de Maïndombe, Kwilu, Kwango, Kinshasa et Congo central, lesquels acte sera signé solennellement par les parties en conflit devant l'autorité suprême en vue de consacrer ainsi la fin des hostilités et les débuts de la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans les parties du pays touchées. Au sujet du banditisme et de la criminalité dans quelques villes, il a informé le Conseil du lancement dans le prochain jour d'une opération de grande envergure dénommée Panthère Noire, qui sera conduite par la Légion nationale d'intervention (LENI) en appui aux unités territoriales. Les bien-fondés de cette opération d'envergure de la police se justifient par le fait que la Légion nationale d'intervention, comme réserve générale de la police nationale, a pour mission de renforcer les commissariats provinciaux lors des meutes ou toute autre opération de police. Et elle est chargée notamment d'exécuter des opérations antiterroristes, de participer à la lutte contre toute mutinerie dans une prison, de participer à la lutte contre des actes de grand banditisme et participer à la sécurisation d'un procès à haut risque. Par ailleurs, des fonds reçus dans le cadre de l'amélioration de l'effectif de formation de 13 000 policiers ont été mis à la disposition d'une commission pour s'atteler à cette tâche. Le vice-premier ministre de la Défense a complété son collègue de l'Intérieur en revenant spécifiquement sur les terrains, les opérations qui se tiennent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Situation carcérale. Faisant suite aux instructions du président de la République, au cours de la 130e réunion du Conseil de ministres, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a fait le point au Conseil de la situation carcérale en République démocratique du Congo. Elle a eu à propos des échanges avec le premier président de la Cour de cassation, qui avait dès lundi 25 mars 2024 effectué une descente à la prison de Makala afin de s'enquérir de la situation qui y prévaut. Il s'en est suivi une autre autour du même sujet avec le procureur général
près la Cour de cassation, le premier président de la Haute Cour militaire, l'auditeur général de FARDC et l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires. Dès ces réunions, il a été préconisé une série de solutions urgentes incluant notamment la réhabilitation de quelques prisons, la tenue des audiences foraines, la prise de certaines mesures administratives pour les Koulouna et principalement les désengorgements de la prison de Makala qui contient une forte population carcérale. Pour parer au plus pressé, en ce qui concerne les dépeuplements de ces grandes prisons, il a été mis en place une commission composée pour des raisons d'efficacité et de rigueur uniquement des hauts magistrats des différentes juridictions. Cette commission est chargée du contrôle et du suivi de la régularité de la détention, a débuté son travail le mercredi dernier par la prison précitée où elle a déjà identifié quelques cas d'irrégularité qui ont conduit à la libération immédiate d'une soixantaine de détenus par le procureur général près la Cour de cassation qui s'est rendu personnellement sur les lieux le 28 mars 2024. Le travail de la commission devant encore se poursuivre vu le volume des dossiers examinés, la ministre d'État, ministre de la Justice, se fera le devoir de présenter au gouvernement, dans les meilleurs délais, le rapport détaillé sur la question ainsi que des solutions envisagées à court, moyen et long terme. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relative au secteur de l'environnement. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a informé le membre du Conseil de la situation du site de contrôle scanner du programme de contrôle de la production et de la commercialisation de bois à Moutaka, sur la RN 39 dans la province du Lualaba. Elle a rappelé qu'au vu de missions de contrôle de légalité et de traçabilité dévolues au contrôle non intrusif, scannage de marchandises à l'export et considérant la nécessité d'être notamment édifié sur les données statistiques utiles liées aux exportations de marchandises et produits divers, tant au niveau de la traçabilité qu'à celui de la sécurisation des opérations et des affaires, un protocole d'accord de collaboration a été signé en date du 25 mai 2020 entre la province du Lualaba et les PCPCB, comptant à ce jour 2 avenants. Par courrier adressé le 23 août 2023, la gouverneure AI du Lualaba a suspendu à titre conservatoire les opérations de contrôle scanner effectuées par les PCPCB au poste de Moutaka, suite à des informations évoquant des plaintes de pays de la SADC quant aux prétendues expositions de leurs ressortissants, conduit-elle demander à la Sofibank SA le 8 septembre 2023 les blocages de l'accès au compte bancaire d'exploitation de la société prestataire chargée de la mise en œuvre du PCPCB, mettant sérieusement en difficulté les programmes au regard de ses engagements, vis-à-vis tant de la banque elle-même que de ses différents fournisseurs que de son personnel. L'expertise sollicitée du Commissariat général à l'énergie atomique pour effectuer un audit radiologique sur les scanners incriminés a conclu dans son rapport ad hoc produit le 10 octobre 2023 que les mesures des débits des doses effectuées pendant tous les circuits de passage du camion remorque au test devant les scanners n'ont pas permis d'établir un quelconque excès d'irradiation du personnel à bord. Ces conclusions ont été transmises à la gouverneure AI en lui faisant savoir qu'à la lumière de cette réalité, le motif ayant occasionné la mesure conservatoire de suspension des activités est vidé de sa substance et que la levée pure et simple de cette dernière s'avère dès lors opportune. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Mise en œuvre de l'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a présenté aux membres du Conseil le rapport de mise en œuvre de l'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives en République démocratique du Congo. Partant du décret de 2020, portant désignation de l'autorité administrative chargée de la tenue de registre des sociétés coopératives dans notre pays, il a expliqué les mesures portant modalité d'enregistrement et d'immatriculation de sociétés coopératives au registre national qui ont été prises pour combler les vides juridiques dans ces secteurs. Ainsi, les experts du Service national de coopératives et organisations paysannes ont élaboré des outils techniques, notamment les manuels de procédure d'enregistrement
et d'immatriculation ainsi que les registres nationaux des sociétés coopératives afin de rendre opérationnel l'enregistrement et l'immatriculation de ces derniers. Le Conseil a pris acte de son rapport. Réalisation de projets de développement communautaire avec la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des sociétés minières. La ministre de Mines a informé le Conseil de la réalisation de projets de développement communautaire avec la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des sociétés minières, mécanisme défini par les législateurs pour réaliser la diversification de l'économie au niveau de la base. Elle a indiqué que les organismes spécialisés installés auprès de 46 entreprises minières sont fonctionnels, ceux ayant déjà reçu la dotation des besoins communautaires qui ont été repris dans leur plan de développement locaux sont axés essentiellement sur la construction d'infrastructures communautaires de base, dessertes en eau potable et énergie électrique, hygiène et assainissement, création d'emplois et entrepreneuriat. Les sommes encaissées ont permis la réalisation au cours de la majorité de projets dans plusieurs domaines répartis dans les provinces du Haut-Uélé, du Haut-Katanga et du Lualaba. D'autres projets vont bientôt entrer dans leur phase de lancement. Complétant sa collègue des Mines, le ministre des Affaires sociales a précisé que l'objectif poursuivi par le gouvernement dans cette première phase de la mise en œuvre du Code minier est fondé sur la satisfaction des besoins fondamentaux de la population dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la nutrition et des infrastructures. Dans la deuxième phase qui va débuter au mois de janvier prochain, il sera lancé le programme de relèvement socio-économique avec amélioration de l'habitat, de l'agriculture et de l'implantation de la petite industrie de transformation pour ainsi booster le bien-être de la population et contribuer à la diversification de notre économie, car le défi de la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité demeure énorme. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Nécessité de promouvoir et de protéger l'industrie locale des câbles électriques. Le ministre de l'Industrie a présenté aux membres du Conseil une note d'information portant sur l'impérieuse nécessité de promouvoir et de protéger l'industrie locale de câbles électriques et consorts. Il a rappelé que depuis que le président de la République milite pour la transformation locale de nos matières premières, les opérateurs économiques encadrés par son ministère s'inscrivent de plus en plus dans cette logique. Des études indiquent qu'une commande passée auprès de la société Proton est livrée à Kinshasa un mois après, tandis que celle passée en dehors du pays prend 3 mois pour être livrée. Cela dit, avec un industriel local, on gagne en temps et en coût liés au transport, d'où l'impérieuse nécessité de promouvoir et de protéger l'industrie locale. Considérant l'objectif du gouvernement de diversifier l'économie nationale, le ministre de l'Industrie a sollicité du Conseil des mesures d'accompagnement de la part de ministères sectoriels pour encourager les investisseurs internes. Aussi a-t-il recommandé qu'une décision soit prise afin d'exiger pour tout contrat de prestation à caractère public de s'approvisionner localement pour le produit que notre industrie locale est capable de livrer. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Le dernier point sur ces deuxième chapitre de note d'information a concerné la participation de notre pays aux 13e Jeux africains d'Accra. Le ministre des Sports a présenté les rapports de participation des athlètes de la République démocratique du Congo aux 13e Jeux africains qui se sont déroulés du 8 au 23 mars 2024 à Accra, au Ghana. À l'issue des compétitions des 16 disciplines sportives pour lesquelles les sélections nationales s'étaient inscrites, notre pays s'est classé à la 14e place sur 45 pays en lice avec 18 médailles, dont 2 en or, 7 en argent et 9 en bronze. Comparativement à l'édition précédente du Maroc, à laquelle les Léopards avaient remporté 11 médailles sans aucune en or, la dynamique d'Accra a réalisé des progrès significatifs avec un accroissement de 61% de médailles gagnées, ce qui confirme ainsi le prouesse légendaire de notre boxe qui a recueilli 11 médailles, dont 2 en or,
5 en argent et 4 en bronze. La progression constante de notre handball sur l'échiquier continental, dont les équipes féminines et masculines s'étant adjugées chacune la deuxième place, respectivement face à l'Angola et à l'Égypte, et l'évolution de nos lutteurs par rapport au 9e jeu de la francophonie consolide la courbe ascendante de ses prestations à l'étranger ces dernières années. Évoquant les causes de la contre-performance de certaines disciplines inscrites et les solutions envisagées afin d'obtenir le meilleur résultat aux prochaines échéances, le ministre des Sports et Loisirs a fait les points sur les enjeux et perspectives pour cette année dans cette dynamique. Il a encouragé la mise en œuvre d'une gouvernance d'anticipation et des contrôles, créant une synergie entre le gouvernement et les fédérations pour une gestion efficace des projets sportifs et l'organisation des compétitions. Le Conseil a aussi pris acte de ce rapport. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de la 130e réunion ordinaire du Conseil de ministres du 22 mars 2024. Commencée à 13h38, la réunion du Conseil a pris fin à 17h18. Je vous remercie.